Bonjour à tous. Bonjour. Merci à tous d'être connectés. On va attendre quelques instants. Il y avait beaucoup d'inscrits. On va attendre une petite minute avant de démarrer. Manon, c'est bon pour toi? Oui, est-ce que vous voyez bien l'écran, Délie, tu peux me confirmer? Oui, ouais, c'est bon. Ok, super. Manon, il est 11h01. Oui. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer le temps, juste les quelques minutes d'intro, le temps que les retardataires nous rejoignent. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes Adélie et Manon de Bretagne Compétitivité et on a le privilège aujourd'hui d'accueillir Sylvie Lebras d'Arca Capital, Amélie André de Sodero et Clément Kingbech de BPI France qui auront l'occasion de se présenter en début de leur intervention. Donc juste très rapidement, en quelques mots, Bretagne Compétitivité, c'est une structure régionale qui accompagne les entreprises bretonnes pour renforcer leur compétitivité en s'appuyant sur deux leviers que sont l'innovation et la transition écologique. Donc nous intervenons à travers trois grands axes: l'animation d'actions collectives, comme ce webinaire aujourd'hui, des accompagnements individuels en entreprise sur la stratégie, l'innovation, les transitions, ou des expertises plus spécifiques comme la réglementation, les recherches de partenaires, la propriété industrielle et l'animation de programmes structurants au niveau régional, comme vous connaissez peut-être BraiseFab, Ecodo, Chrysalide, le réseau EN, et bien sûr le parcours d'adaptation au changement climatique qui va être au cœur de ce webinaire. Quelques mots sur ce parcours. Donc, il est soutenu par la CCI Bretagne, l'ADEME et la région Bretagne. Il se décline en trois étapes clés. Une première étape de décryptage du risque climatique et voir les enjeux sur son entreprise. C'est des décryptages qu'on fait en intra ou en inter-entreprise. Et comme aujourd'hui, par exemple, où aujourd'hui, on va avoir un focus plus spécifique sur la finance. Donc, c'est dans le cadre de ce parcours et de cette étape que s'inscrit ce webinaire. Et ensuite, on a deux autres étapes qui sont en intra-entreprise, où là, on va rentrer vraiment dans la chaîne de valeur de l'entreprise, analyser sa sensibilité aux aléas climatiques et explorer les leviers pour renforcer son enjeu stratégique, initier une trajectoire d'adaptation. Pour L'objectif de ce parcours, c'est vraiment d'avoir un réflexe adaptation dans ses décisions, d'amorcer aussi une dynamique interne sur ce sujet et de démontrer la démarche à vos parties prenantes. Pourquoi ce parcours il existe? Comme vous le savez, hein, les aléas climatiques sont aujourd'hui de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, et leurs impacts, en fait, on les voit déjà en Bretagne, y compris sur les entreprises bretonnes, que ce soit des pertes d'exploitation, des chaînes logistiques perturbées, des conditions de travail fragilisées. Et au-delà de ce constat, l'adaptation n'est plus une option parce que l'analyse des risques climatiques et d'adopter des actions d'adaptation
sont intégrés maintenant dans des standards et des cadres réglementaires. Donc concrètement, cela se traduit notamment par des amendements dans les normes ISO. Donc peut-être que certaines et certains d'entre vous ont eu ce type de questions sur les risques climatiques et l'adaptation lors d'audits ISO. C'est des retours qu'on a d'entreprises. Également, ça se traduit par des questions, des sujets au niveau de la CSRD et de la taxonomie européenne pour les entreprises qui sont concernées par ce type de reporting extra-financier. Également par des obligations pour les acteurs financiers via la SFDR. Et de manière plus globale, ça se traduit également par une politique nationale structurante avec le Plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC 3, qui demande à chaque acteur, État, collectivité, entreprise, société civile, de se mobiliser et de se responsabiliser vis-à-vis de ce réchauffement climatique. Avant d'aller plus loin, en quelques mots, on reprend un moment pour expliquer clairement ce que recouvre le champ de l'adaptation et notamment comment elle s'articule avec l'atténuation, parce que ce sont des termes qui vont revenir dans les interventions, et également parce que c'est souvent source de confusion. Donc ça va être un rappel très succinct. Les activités humaines, en particulier l'utilisation massive d'énergie fossile, entraînent des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est cette forte concentration, cette grosse quantité d'émissions qui sont la cause principale du changement climatique global. Et ce réchauffement climatique global a deux grandes conséquences pour nous. D'une part, l'intensification des phénomènes climatiques comme les sécheresses, les pluies fortes, les inondations, et d'autres changements qui vont être plus progressifs comme le montée du niveau de la mer. Face à cela, il existe deux grandes stratégies complémentaires que sont l'atténuation qui va du coup avoir pour objectif de limiter les causes et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et l'adaptation qui vise à limiter les conséquences du réchauffement climatique sur nos activités et nos territoires. Donc ça, c'était un rappel succinct. Et dernier point, avant de laisser la parole à nos experts intervenants, il ne faut pas oublier que les risques climatiques, ce ne sont pas seulement des risques environnementaux, ce sont aussi des risques financiers, parce qu'ils vont affecter la solidité des entreprises et la rentabilité des projets. C'est pour ça que ce webinaire, il s'inscrit dans une semaine dédiée à ces enjeux, puisque après avoir reçu la Banque de France hier, aujourd'hui, on reçoit des acteurs financiers locaux que sont la BPI, Sodero et Arkea Capital pour justement nous éclairer sur ce lien entre risque climatique, risque financier. Donc Clément, je vais te laisser partager ta présentation. Oui, pas de problème. Hop. Et pour les participants, d'un point de vue plus pratico-pratique, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on va les traiter à la fin des 3 interventions. Comme ça laisse bien le temps à chaque intervenant d'avoir son temps de parole. Donc vous pouvez les écrire dans le chat et on les partagera à la fin. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Ouais, parfait. Merci beaucoup Manon pour cette introduction et merci à toutes les deux, Adélie et Manon, pour l'organisation de ce webinaire. Je me présente, Clémentine Bèche, moi je suis en charge du plan climat de BPI France en région Bretagne. Alors, pour démarrer BPI France et de manière assez rapide, qui on est une banque publique d'investissement détenue par l'État et la Caisse des dépôts. On est présent dans toutes les régions de France. Si on fait un focus sur la Bretagne, nous avons 4 sites à Rennes, Saint-Brieuc, Lorient et Brest. On a une décision très proche de nos entrepreneurs avec des décisions massivement prises en région. On est donc une banque de financement de projets pour participer au développement des PME, ETI de nos territoires. On a vraiment une approche très territoriale et on n'intervient jamais seul. C'est-à-dire qu'en tant que banque publique, on est toujours en partenariat avec les banques du territoire, vos banquiers habituels. Et de notre côté, on est une banque complémentaire pour financer les projets en complément de vos banquiers habituels. Plusieurs métiers, et je passe rapidement chez BPI France, mais vous connaissez peut-être la garantie des prêts bancaires, l'innovation, où nous finançons massivement la R&D dans les startups et les entreprises du territoire. On finance également en direct les entreprises. On a des activités pour vous accompagner à l'export, avec l'assurance prospection notamment. On intervient également au capital des entreprises avec notre filiale BPI France Investissement. On accompagne massivement les réseaux d'aide à la création. Et enfin, notre activité d'accompagnement, j'y reviendrai tout à l'heure, pour vous accompagner en conseil. Dernière précision,
On n'est pas une banque de flux, d'accord? Donc on est bien une banque complémentaire pour vous accompagner dans le financement de vos projets. Depuis 2020, nous avons lancé un plan climat pour vous accompagner, vous dirigeants, dans la transition environnementale de votre entreprise. On a construit ce plan climat suivant 3 piliers. Le pilier 1 qui regroupe 90% des entreprises de nos territoires, avec un objectif d'accompagner la transition de toutes les entreprises, quelle que soit leur maturité. C'est un point très important. On ne va pas accompagner uniquement les entreprises très avancées, mais on va aussi challenger les dirigeants, parfois aussi en retard sur ces sujets. Comment on vous accompagne là-dessus avec des solutions d'accompagnement de manière initiale, puisqu'on s'est bien rendu compte que le gros sujet de la transition environnementale, c'est que c'était un sujet non maîtrisé par les dirigeants et c'est bien normal. Vous gérez déjà le business, la RH et la finance au quotidien, vous ne pouvez pas tout maîtriser, donc on vous accompagne avec des solutions d'accompagnement et derrière, ces solutions d'accompagnement débouchent sur des investissements et on reprend notre casquette de banquier pour financer vos projets. Pilier 2, et qui est davantage une niche, mais on finance massivement les green tech. Les green tech, c'est quoi? C'est des offreurs de solutions vertes qui vous accompagnent dans la décarbonation de votre entreprise. Donc ces acteurs-là, on finance massivement la R&D pour multiplier le nombre de green tech sur nos territoires. Et le dernier pilier, c'est de financer massivement également les projets d'ENR, d'énergie renouvelable sur nos territoires, les centrales solaires et éoliennes majoritairement. Pour en venir au sujet du jour, comment nous, banquiers, financeurs, quelle approche on a vis-à-vis du risque environnemental? On a 2 outils qu'on a déployés en interne pour évaluer le risque environnemental qu'on a sur une entreprise que nous souhaitons financer. Je vais commencer par la ligne du bas. Le questionnaire IMC, c'est quoi? C'est un indice de maturité climat qu'on a développé en interne depuis mi-2022. Donc depuis mi-2022, on interviewe tous nos clients qu'on souhaite financer pendant 1 heure pour évaluer l'engagement du dirigeant et de l'entreprise dans la transition environnementale. Donc là, on est plutôt sur un sujet, et pour reprendre l'introduction de Manon, sur un sujet d'atténuation au changement climatique et de stratégie globale, comment le sujet de la transition environnementale est perçu ou est pris en compte plutôt dans l'entreprise. Et donc là, on passe 1 heure avec vous, et c'est un préalable avant toute décision de crédit. D'accord? Donc on passe 1 heure avec vous, avec un entretien sectoriel. Donc on a 30 secteurs aujourd'hui déployés, transport, agroalimentaire, start-up, du numérique, et j'en passe. Donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir un questionnaire parfaitement adapté à votre activité pour vous poser des questions très pragmatiques. Est-ce que vous faites de l'éco-conduite parce que vous êtes transporteur? Est-ce que vous faites de l'éco-conception parce que vous êtes un industriel? Dans quelle mesure? Est-ce que vous triez vos déchets? Voilà, c'est tout un tas de questions très simples à répondre et en 45 minutes, 1 heure, on a une note qui n'a de valeur que pour nous en interne. Et qui n'a pas d'impact sur la décision de crédit. C'était aussi une problématique de ce webinaire. Quel est l'impact de l'analyse environnementale sur la décision de crédit? Aujourd'hui, cette note-là n'a pas de valeur pour la décision de crédit. Et je précise bien aujourd'hui. On peut estimer que dans 3 à 5 ans, une note qui serait restée stable par rapport à 2022, on va peut-être se poser des questions quant à l'implication du dirigeant sur les sujets de la transition environnementale. Donc à date, pas d'impact, mais demain, possiblement, ça rentrera possiblement dans notre évaluation du risque. Deuxième outil, et là on rentre en plein fouet dans le sujet de l'adaptation. Notre outil MRC, désolé pour ces barbaries, MRC, Management du risque climatique, pour évaluer, là pour le coup, les risques physiques et les risques de transition. Donc ça, c'est un outil qu'on teste depuis 18 mois en interne sur des dossiers, et il est en application depuis le 1er mars 2025 pour tous les dossiers. Donc de manière très concrète, c'est un outil qui, sur la base du Sirène, nous donne un risque sur les sujets de risque de transition et risque physique. Je vous donne un exemple. On prend un groupe qui a 3 sirènes. On va en 3 secondes, via une analyse automatisée, savoir quel site du groupe a un risque élevé sur un risque inondation, incendie, sécheresse, retrait gonflement d'argile, vagues submersives, etc. Donc là, avec ces 2 outils-là,
vous l'aurez compris, on arrive à avoir une approche assez globale sur la maturité globale de l'entreprise. Est-ce qu'elle a mis en place des mesures d'atténuation, d'adaptation? Quels sont les projets des dirigeants dans les années à venir? Et une note ou à minima un risque très précis sur les risques actuels de l'entreprise à date et à horizon 2030. Notre outil il est construit comme ça. Et si on a un risque élevé sur un risque physique, eh bien, on va vous poser la question, quelle action avez-vous mis en place pour y faire face? Et nous, notre objectif, c'est de vous accompagner pour minimiser la perte d'exploitation si un incident venait à survenir, un incident, un risque physique venait à survenir. Cet outil, on l'a lancé, mais toutes les autres banques vont également le lancer, puisque c'est une recommandation et même une directive de la Banque centrale européenne. Donc nous, banquiers européens, on a désormais l'obligation de mesurer le risque physique et de transition sur les clients que nous finançons. Donc on a été la première banque à partir de mars 2025 à le mettre officiellement, si vous voulez, en place, mais toutes les banques ont déjà un outil et vont le mettre en place progressivement, et ça va rentrer de plus en plus dans l'évaluation du risque global environnemental. Comme pour le questionnaire IMC, à date, un risque élevé sur un risque incendie, par exemple, ça ne va pas remettre en cause une intervention de BPI France sur un financement, mais à horizon, encore une fois, 3-5 ans, c'est une supposition parce que je n'ai pas cette information, mais on peut estimer que si ça fait 5 ans qu'on vous dit et qu'on vous pose la question « Que faites-vous face à ce risque ?» et que vous nous dites « Rien, j'attends que ça arrive », potentiellement, ça nous mettra peut-être la puce à l'oreille, pardon, et ça mettra la puce à l'oreille des décideurs de se dire est-ce qu'on accompagne vraiment cette entreprise qui est vraiment exposée à un risque et qui peut avoir des difficultés financières liées à ce risque environnemental. Donc encore une fois, on essaye d'être très en amont et très pédagogue sur ces thématiques environnementales pour ne pas impacter la décision de crédit. Mais sachez que demain, nous, on va corréler très fortement le risque environnemental avec notre risque financier. Alors, chez BPI France, on a ce qu'on appelle des diag. Hein. L'objectif, il est commun, c'est de vous accompagner sur un sujet bien spécifique de manière très simple. En gros, c'est de simplifier un sujet complexe. Donc, on l'a fait avec les bilans carbone, avec de l'éco-conception, et nous avons sorti le diag adaptation, que vous voyez à gauche en bas, qui va vous accompagner et qui a une mission de conseil sur 7 jours, qui va vous permettre d'évaluer les risques physiques et climatiques et de mettre en place un plan d'action pour y faire face. Je vais y revenir juste après. Voilà, je vous ai mis l'ensemble des diags, hein, ils sont disponibles sur diag.bpifrance.fr. Petite précision, les diags environnementaux que vous voyez à gauche, ils sont en attente de recommercialisation avec des discussions en cours avec l'ADEME, mais ça va reprendre très prochainement. Alors, mais Manon, tu l'as très bien fait en amont, hein, le changement climatique, il est déjà là. Donc pourquoi s'y intéresser? Parce que on a déjà des exemples dans la presse d'entreprises qui sont impactées par le changement climatique. Vous avez peut-être entendu parler l'été dernier d'un camping en Normandie qui n'a pas pu ouvrir sur son site puisque ce camping a été victime d'érosion du littoral. Donc heureusement, la municipalité a trouvé un terrain à 700 mètres de là et il a bien pu ouvrir, mais s'il n'y avait pas de foncier disponible à proximité, c'est un camping qui aurait déposé le bilan à cause d'un risque d'érosion du littoral. Donc on est en plein dans des sujets d'actualité. Et puis plus loin de nous, peut-être, nous qui sommes bretons, les stations de ski sont toutes impactées, hein, vous le savez, par le manque de neige. Et il y a un vrai défi de l'après-ski pour toutes les stations françaises et pas que. Ces impacts vont s'accentuer, je passe vite, parce que Manon t'en a parlé avec les différents scénarios de l'ADEME. Vous voyez qu'à 2100, on sera sur des perspectives à minima à plus 2,5 de réchauffement, et qui dit et plus 4 dans les scénarios les moins favorables, et à plus 4, la température, c'est en réel un plus 5, c'est 5 fois plus de sécheresse, 3 fois plus de précipitations, par exemple.
On a réalisé en fin d'année 2024 une étude sur le sujet de l'adaptation et les résultats sont assez équivoques puisque 16% des entreprises seulement déclarent avoir réalisé un diagnostic des risques climatiques. On a seulement un tiers, on a quand même un tiers, pardon, des entreprises qui déclarent que le sujet de l'adaptation apparaît trop complexe à date pour identifier le positionnement à adopter. Et on a également un tiers des dirigeants qui nous disent avoir identifié le sujet, mais ne pas disposer de compétences pour les traiter. C'est en ce sens qu'on a lancé ce Diag Adaptation. Donc, on l'a créé avec Carbone 4, que vous connaissez probablement, et l'ADEME, pour mettre en place et vous proposer une solution, une mission de conseil sur 7 jours pour vous accompagner sur ce sujet de l'adaptation et le rendre pragmatique, simple à appréhender dans vos entreprises. L'objectif de Diag Adaptation, c'est d'acculturer déjà les équipes au risque physique et climatique. On l'a vu dans l'étude, c'est un sujet qui est très peu pris en compte dans les entreprises et mal maîtrisé. Donc, à travers cette mission, il y a une vraie étape d'acculturation de toutes les équipes sur les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses, les incendies. L'objectif de cette mission est d'identifier les principaux risques actuels et futurs pouvant affecter l'entreprise. Et le plus important, c'est de vous orienter sur un plan d'action pour adapter l'entreprise et réduire ses risques. C'est une mission de conseil destinée aux PME ETI de moins de 500 salariés sur le territoire et c'est des missions de conseil qui se réalisent par site. Donc si vous avez 3 sites et 2 où vous posez des questions sur les risques physiques et climatiques, on peut faire 2 missions de conseil, mais qui seront bien dédiées à une mission de conseil par site. Voilà, je vous remets les 4 étapes, mais c'est ce que je viens de dire précédemment de ce Diag, qui est fortement subventionné par l'ADEME et BPI France. Le reste à charge, et il est aussi entre 2 et 3 000 euros, donc ce qui représente entre 50 et 2 tiers de subvention, suivant votre nombre de salariés que vous voyez à l'écran. Le coût de la mission brute est de 6 000 euros. Donc là, on a habilité des consultants spécialisés sur les sujets de l'adaptation qui vont vous accompagner, qui vont venir en entreprise vous réaliser cette mission. Donc vous déléguez en quelque sorte cette analyse de votre sujet adaptation de votre entreprise. Mais l'idée, c'est bien que vous preniez le sujet en charge et d'où cette étape d'acculturation des équipes internes pour que le sujet soit pris en compte de manière continue ensuite post-mission dans l'entreprise. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai mis mes coordonnées sur cette slide. Encore une fois, il est en attente de recommercialisation, mais ça devrait vraiment plus tarder. Les discussions avec l'ADEME avancent bien et les Diag Climat BPI France devraient reprendre très rapidement. Voilà pour moi. Merci beaucoup à tous. Clément. Est-ce que je suis dans le timing maintenant? Oui, c'était parfait. Amélie, je vous laisse partager. Et vous aurez la présentation de Clément, notamment avec ses coordonnées, après pour les participants. Ouais, Amélie, on voit très bien la présentation, mais il manque le micro qui est fermé. Et après, c'est nickel. Les aléas du direct. Ouais, c'est ça. Bonjour tout le monde. En effet, moi, c'est Amélie André. Je suis directrice ESG Impact chez Sodero. Donc, j'ai aussi, un peu comme Clément, prévu juste 1 ou 2 slides pour vous présenter qui est Sodero, pour que vous sachiez quel type d'investisseur on est et quelles sont nos actions. Donc, nous, on est un investisseur du territoire, Sodero, régional, basé dans 5 bureaux, Nantes, Rennes, Brest, La Roche-sur-Yon et Bordeaux. Donc, on agit vraiment sur le Grand Ouest. Notre métier, c'est de lever des fonds auprès de souscripteurs. Les souscripteurs qui sont les banquiers, type BPI, banquiers aussi type caisse d'épargne, des institutionnels, assurances, banque des territoires, mais aussi des entrepreneurs privés, des dirigeants privés. Donc, on a à peu près 100 souscripteurs qui nous confient leur argent et nous, notre métier, c'est de l'investir au capital des entreprises du territoire. Aujourd'hui, on a à peu près 100 entreprises en portefeuille à travers différents segments d'intervention sur le Grand Ouest. Nous, on accompagne 3 grands types de segments. On a les TPE et les startups pour lancer et amorcer des projets sur le territoire avec un fonds dédié qui met des petits tickets sur des entreprises comme Kessler Analytics, Valneva, je cite à chaque fois quelques références pour que vous ayez une notion des typologies d'entreprises qu'on accompagne. On a un deuxième segment qui est plutôt sur la PME et de l'ETI, parce que là, on accompagne plutôt des transmissions d'entreprises.
des transmissions familiales pour que les centres de décision restent dans les territoires, restent dans les familles, ou des transmissions à des cadres dirigeants qui veulent récupérer l'entreprise d'un dirigeant qui a développé son entreprise pendant 10, 20, 20 ans. Pour ça, on a un fonds dédié qui s'appelle Transmettre et Pérenniser. Et le troisième segment, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui des PME qui aussi font du capital développement et qui souhaitent accompagner la transition environnementale de leur entreprise. On a un fonds dédié pour ça qui s'appelle Sodero Équilibre, qui est le premier fonds de transition article 9 qui a été créé l'année dernière, sur lequel on a mis des fortes exigences sur ces dimensions ESG et sur notre méthodologie d'impact, qui permet ensuite d'être diffusée dans tous nos autres fonds de Sodero. Sur le contexte réglementaire, pour les fonds d'investissement aujourd'hui, donc toutes les sociétés de gestion qui font mon métier, on a 2 réglementations qui nous encadrent. La première, c'est la taxonomie, pour faire court, qui est une grille aujourd'hui qui nous demande de classer les activités économiques et pour démontrer qu'ils ont une contribution à 6 objectifs qui sont mentionnés ici, dont un est celui de l'adaptation au changement climatique. Donc nous, dans nos décisions d'investissement, on doit essayer de montrer des préférences d'entreprise qui vont être éligibles à cette grille et qui vont pouvoir contribuer à la taxonomie européenne. Et le cran d'après, c'est de montrer en quoi ces activités vont non seulement être éligibles, mais vont être aussi alignées avec une démonstration de l'impact qu'ils vont avoir et qui vont contribuer à ces objectifs. Et là, il y a une réglementation très précise, avec des cahiers des charges et des préconisations avec des actions à mener pour pouvoir être alignés à ce sujet de la taxonomie. Donc on peut décider, nous, dans nos thèses d'investissement, d'aligner nos thèses d'investissement et nos fonds à cette réglementation européenne. Donc ça concerne bien sûr les fonds, mais ça concerne aussi certaines entreprises au-delà d'un certain seuil. La deuxième réglementation qui encadre la finance durable, c'est la SFDR, qui est un autre jargon, et là qui est vraiment très propre à nos fonds d'investissement. On doit classer tous nos fonds selon une grille de classification. Pour faire court, il y en a 3. On est soit en article 6, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos fonds, on n'a pas forcément de considération de ces différents sujets E, S et G. On a l'article 8 qui prend en compte les critères ESG dans les décisions d'investissement, et on a un troisième type de fonds qui est l'article 9 qui demande de prendre en compte ces dimensions-là, mais en plus de fixer des objectifs d'investissement durable. Ce dernier fonds, il est assez intéressant parce qu'on demande aux investisseurs qui se classent à article 9 de vraiment flécher les capitaux vers des investissements dits durables, au sens d'une réglementation très précise. Et donc, chaque fonds doit démontrer qu'il a un objectif d'investissement durable, soit sur l'environnement, soit sur le social, sans par ailleurs causer de préjudice à d'autres objectifs environnementaux et sociaux pour pas déporter le problème, et enfin de faire tout ça dans des bonnes conditions, des bonnes pratiques de gouvernance. Sodero Équilibre, par exemple, celui qu'on a créé l'année dernière, et pour vous illustrer ces propos, a pour objectif d'investissement durable. Vous allez voir que c'est très large, hein, parce qu'on peut être un fonds article 9, mais pas forcément être un fonds à impact. Ça, c'est quelques subtilités. Donc, le fonds Sodero Équilibre, par exemple, on a décidé de dire que nos investissements devront contribuer à la transition environnementale des entreprises, évidemment, mais aussi des territoires, parce qu'on est un acteur régional. Ce n'est pas forcément un fonds qui va flécher les capitaux uniquement vers des PME qui sont dites solutions, c'est-à-dire qui apportent des solutions d'adaptation et des solutions de décarbonation, mais on veut aussi accompagner des PME qui vont avoir une trajectoire ambitieuse de durabilité et qui vont vraiment contribuer à cet objectif de transition. Donc à chaque fois, il faut vraiment parcourir l'investissement et croiser tous ces sujets-là, ce qui rend l'exercice assez compliqué mais intéressant. Deuxième chose dont je trouvais intéressant de vous parler, c'était la manière dont on évaluait les investissements que l'on souhaite. Donc en amont des investissements, des décisions d'investissement, on a ce fameux principe de double matérialité dont tu as parlé tout à l'heure. Donc en effet, nous, à chaque fois, en amont des investissements, nous devons regarder si l'entreprise a bien évidemment un impact environnemental et social sur à des externalités négatives significatives,
Mais on doit aussi regarder quel est l'impact du réchauffement climatique sur l'activité dans l'entreprise et sa pérennité. Et ça, en effet, c'est important du point de vue d'un investisseur parce qu'il y a des risques financiers à la fois pour l'entreprise, mais pour nous, sur la rentabilité des fonds que l'on gère. Et c'est dans cette deuxième analyse, là, de double matérialité, que se traite ce sujet de l'adaptation au réchauffement climatique et nous devons mettre des moyens supplémentaires maintenant pour traiter de ce risque. Parce que c'est pas un risque évident, que ce soit le risque biodiversité, le risque climatique, il n'y a pas énormément de benchmarks, il n'y a pas énormément de méthodologies qui nous permettent de le faire de manière pragmatique. Donc bien évidemment, on s'appuie sur des partenaires sur ces sujets-là. On travaille avec plusieurs partenaires, on n'est pas exclusif. On travaille avec AXA Climate, on travaille avec Ity Finance, on travaille avec BPI parfois, selon les opérations que l'on couvre. Et on leur demande de nous faire une analyse du risque climatique. On leur demande d'avoir un regard et de regarder où sont implantées les futures cibles et de nous dire, à travers leurs audits et leur prospection, leur modélisation, est-ce que cette entreprise, à travers son activité et son implémentation, aurait des risques liés au réchauffement des températures, liés au risque de submersion avec l'inondation, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce sujet-là parce que Sylvie va nous en parler tout à l'heure, parce qu'ils utilisent un outil spécifique sur cette analyse de risque. En tout état de cause, une fois qu'on a fait cette cartographie des différents risques climatiques, nous, on doit se poser la question de est-ce que c'est un enjeu matériel et est-ce que aujourd'hui, nous allons investir dans cette entreprise en prenant en compte justement les risques financiers associés à cet investissement. Le deuxième sujet, parce que ça, il fallait que je parle un peu rapidement de cette partie cartographie. Je pense qu'il y a un sujet important, c'est de comment on traite ce sujet du réchauffement climatique et de l'adaptation des entreprises au changement climatique, alors qu'il s'agit d'un sujet, en fait, c'est plus un risque, c'est même une certitude. Comment on modélise les coûts financiers associés à ces sujets-là, alors que c'est complètement incertain. Incertain, c'est pas encore présent, pardon. Nos convictions, c'est d'essayer d'identifier des trajectoires. La trajectoire, elle est clé parce que ça donne des objectifs à long terme, certes, mais aussi à très court terme. Une trajectoire, ça permet d'aligner des intérêts des dirigeants et des financiers dans le temps, et ça rend le sujet concret, pragmatique, avec un objectif bien précis. Ça ne dilue pas la responsabilité ni de nous, fonds qui sommes là 5-7 ans aux côtés des dirigeants, ni celui d'un dirigeant qui a peut-être un mandat de quelques années aussi pour son entreprise. Donc cette notion de trajectoire, pour nous, elle est clé dans le dispositif et elle doit se faire assez vite dans les discussions avec les dirigeants, à la fois en amont des investissements, mais aussi après dans l'accompagnement. Donc aujourd'hui, on arrive facilement à fixer des trajectoires sur le sujet de l'atténuation, c'est-à-dire comment on fait aujourd'hui pour réduire nos impacts en tant qu'entreprise et c'est quoi nos leviers d'action pour réduire cet impact. Donc on le fait assez facilement avec des ambitions plus ou moins fortes selon les secteurs et selon les capacités d'action. Donc c'est le premier exemple. Par exemple, de 2023 à 2029, nous allons nous engager à réduire de 10% nos émissions de carbone. On raisonne souvent en intensité carbone. On ramène ça au tonnage ou au chiffre d'affaires. Et on analyse forcément. Parce que chaque année, on va regarder ces résultats, on va regarder les objectifs atteints et on va voir quel est le taux d'avancement par rapport à l'objectif cible qui est plus lointain. On a un deuxième sujet sur le climat qu'on fait assez facilement, c'est d'essayer d'aller vers la compensation carbone. Une fois qu'on a atténué les émissions, comment est-ce qu'on compense aussi nos émissions carbone avec des actions de reforestation, par exemple. Le sujet d'adaptation aujourd'hui, en toute transparence, il est plus difficile à appréhender, pas forcément considéré aujourd'hui par les chefs d'entreprise de manière palpable, même si c'est une préoccupation, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est plus vraiment un risque maintenant, c'est une certitude, donc on arrive à aborder ces questions-là avec eux. Mais néanmoins, de là à réussir à mettre des chiffres derrière et des trajectoires, c'est plus compliqué. Si aujourd'hui j'avais à le faire néanmoins,
les trajectoires qui pourraient être mises sur ces questions-là, de manière assez simple, c'est combien on est prêt à investir dans des plans d'adaptation et des plans d'urgence de continuité, et comment on fait que ce montant des investissements, il augmente année après année pour anticiper les impacts de ces risques climatiques. Donc ça, c'est la première trajectoire qui est assez simple à mettre. J'ai lu une étude de l'ADEME qui est très intéressante, que je vous invite à lire aussi, qui justement dit que le coût de l'inaction est beaucoup plus important que le coût de l'action. Mais c'est très significatif. Le coût de l'inaction, c'est entre 5 à 20% du PIB mondial d'ici 2050 si on ne fait rien, alors que si on met en place des mesures, ce serait plutôt 1% si on était dans l'action. Donc, montant d'investissement, nécessairement un coût pour les entreprises, mais c'est indispensable pour avoir des trajectoires d'adaptation. Les deuxièmes trajectoires qui sont assez simples à mettre en œuvre, c'est des indicateurs sur la productivité de la ressource. Parce que forcément, on est en train de se parler de réchauffement, de stress hydrique, etc. Donc, si on met en place des moyens d'économie circulaire pour utiliser moins d'eau, par exemple, moins d'énergie, moins de matière, c'est des trajectoires qui nous semblent pertinentes dans une stratégie d'adaptation climatique. Et enfin, et ça, c'est plutôt le Graal qu'on va chercher, c'est de se dire, aujourd'hui, j'ai telle activité, comment je développe mon chiffre d'affaires généré par une offre qui va être dite solution, justement, et qui va répondre à des défis liés au réchauffement climatique. Donc là, c'est des offres d'économie circulaire, des offres d'isolation. En fait, c'est dans les activités, est-ce que vous n'avez pas un levier d'action un peu positif à travers votre offre pour répondre à ces questions-là? Donc ça, c'était vraiment les deux sujets. Donc, des audits en amont pour cartographier les risques et surtout, et je pense de manière prioritaire, des trajectoires pour que chaque dirigeant puisse se projeter dans des actions très concrètes pour atteindre des objectifs très précis, d'où je pars et jusqu'où je vais pour atteindre mes objectifs. Et ça, je vous ai partagé derrière une dernière slide, mais ce sera plus partagé, à mon avis, par email. À chaque fois qu'on réfléchit à un sujet dans les équipes de Solero, on se crée des banques, finalement, des bibliothèques sur c'est quoi les sujets dont on va devoir parler avec les dirigeants et quelles sont les trajectoires qui pourraient être envisagées. Donc, on ouvre plutôt pas mal de catégories d'impact parce qu'on a plutôt une vision de 360. On ne s'intéresse pas qu'au climat, on s'intéresse bien sûr aussi à des sujets de biodiversité, des sujets sociaux. Et cette bibliothèque de risques et de trajectoires, on vient piocher dedans en fonction des secteurs et en fonction des spécificités des entreprises, en fonction de leur modèle d'affaires. Il n'y a pas vraiment de recette miracle générique, c'est vraiment du spécifique à chaque fois et de la réflexion à mener sur quelles sont les trajectoires de l'entreprise X et de l'entreprise Y. Donc ça pourra vous être partagé parce que ça peut être des exemples à prendre selon vos secteurs. Donc l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie et le tourisme qui sont finalement les secteurs qui sont le plus récurrents dans nos portefeuilles et dans les entreprises que l'on accompagne. Voilà, je pense que j'ai à peu près tenu le timing et mes coordonnées si jamais vous avez envie de poursuivre les échanges dans un second temps. Merci beaucoup, Amélie, c'était très concret et timing parfait. Donc maintenant, Sylvie, je vais partager votre support. Hop. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Bonjour à toutes et à tous et merci à Bretagne Compétitivité de m'avoir invité à venir partager comment nous intégrons le risque climatique à notre activité d'investisseur chez Arkea Capital. Je vais essayer de ne pas faire trop de redites parce que globalement, nous avons la même activité avec Sodero, donc je vais essayer d'être complémentaire par rapport à l'intervention d'Amélie. Donc, en quelques mots, pour commencer une présentation d'Arkea Capital, nous sommes un acteur historique du capital investissement en France. Ça fait plus de 40 ans qu'on accompagne des PME et des ETI sur tout le territoire. On a accompagné à date plus de 500. Nous sommes toujours investisseurs minoritaires de notre côté et nous déployons principalement deux stratégies d'investissement, une stratégie de capital développement transmission qui vise à soutenir des PME et des ETI dans leur développement, leur croissance, leur transmission
en leur apportant des ressources financières, humaines et stratégiques, et également une stratégie d'impact qui vise à financer le développement d'entreprises qui sont porteuses de solutions à des enjeux environnementaux ou sociaux, les fameuses entreprises solutions. Aujourd'hui, Arkea Capital, c'est une équipe d'à peu près 60 collaborateurs, dont 29 investisseurs. Et nous investissons des tickets qui sont compris entre quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à 50 millions d'euros d'investissement. Et nous avons un portefeuille très diversifié qui compte 110 participations à date, réparties un peu partout en France et de tout secteur d'activité. On peut passer à la slide suivante. Donc, nous sommes également un acteur ancré dans les territoires. On a commencé en Bretagne. Le premier bureau d'Arkea Capital a ouvert il y a plus de 40 ans à Brest, puis a été suivi par les ouvertures de 6 autres bureaux qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un maillage au plus près des entreprises. Et sur nos 100 et quelques participations, nous avons environ 83% de ces participations qui sont installées en région, c'est-à-dire en dehors de l'Île-de-France, et à peu près 24% en Bretagne, ce qui est lié à notre histoire, puisque nous sommes filiales du groupe Crédit Mutuel Arkea, basé sur 2 fédérations, la Bretagne et le Sud-Ouest, qui explique qu'on a une quote-part assez importante d'investissement dans ces régions-là. On peut passer à la slide suivante. Et donc, chez Arkea Capital, nous plaçons l'ESG vraiment au cœur de notre stratégie. Et c'est pourquoi nous avons fait le choix, il y a un certain temps déjà, d'avoir une propre équipe en interne qui aujourd'hui compte 4 collaborateurs avec des expertises plutôt complémentaires pour intervenir en amont des décisions d'investissement, comme l'a expliqué Amélie, dans la sélection des entreprises dans lesquelles on souhaite investir, mais surtout pour agir en accompagnant les entreprises sur différents sujets. On va pouvoir accompagner nos participations dans leur réflexion sur leur stratégie RSE, dans la construction de leur feuille de route RSE, sur des sujets plus techniques, la réalisation d'un bilan carbone, la construction d'une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et aussi maintenant sur le risque climatique, le risque lié au changement climatique. Voilà, et on vous a mis sur cette slide quelques exemples d'accompagnement. On a également financé quelques missions d'accompagnement, de réalisation de bilan carbone, de construction de stratégies RSE. On participe également à la sélection de cabinets de conseil pour accompagner les participations sur des sujets très spécifiques, pointus. Voilà, ces quelques exemples, et on peut passer à la slide suivante. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit Amélie et Clément, mais globalement, aujourd'hui, il y a encore quelques années, le sujet des risques physiques liés au changement climatique paraissait assez lointain. On a eu tendance à aborder le sujet climat par l'atténuation, et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur nous, la sensibilisation, par exemple, de nos participations pour qu'elles réalisent un bilan carbone 3 scopes, qu'elles construisent une trajectoire de décarbonation. Et je pense, comme beaucoup d'acteurs financiers, on a été un peu plus long à la détente sur tout ce qui était trajectoire d'adaptation. Mais comme le montrent ces quelques coupures de presse, on voit que le changement climatique, il est là. Il est en Bretagne aussi. On a l'érosion du littoral. On a également les vagues de sécheresse qui ont occasionné des pénuries d'eau ces derniers étés en Bretagne. Donc, il est temps d'agir. Et un petit sondage, OpinionWay, qui montre qu'aujourd'hui, les PME ont tout à fait bien perçu ces risques, puisqu'elles ont déjà pu subir des manifestations liées au changement climatique, mais comme l'a très bien dit Clément, sont un peu désemparés pour savoir comment agir justement pour avancer sur ce sujet et se prémunir contre les futurs aléas climatiques. Et donc, on peut passer à la slide suivante. Voilà. En fait, comme je le disais, on place vraiment l'ESG au cœur de notre stratégie d'investissement. Et en tant qu'investisseur, on a 2 responsabilités. Celle de flécher nos investissements vers des entreprises qui sont porteuses de solutions, comme l'a indiqué Amélie, porteuses de solutions permettant d'atténuer le changement climatique ou permettant de s'adapter au changement climatique notamment. Mais nous sommes aussi tenus de flécher nos investissements vers des entreprises sur des secteurs d'activité peut-être plus traditionnels, indispensables à l'économie,
Et nous avons le rôle finalement de les accompagner vers plus de robustesse, plus de résilience, afin d'assurer la pérennité de leur activité économique. Et pour rebondir sur ce que disait aussi Clément tout à l'heure, donc nous sommes filiales de Crédit Mutuel Arkea, comme BPI France soumis aux régulations BCE et donc tenu de développer des outils d'identification des risques liés au changement climatique. Et comme BPI France, Crédit Mutuel Arkea s'est doté a développé un outil en interne permettant d'identifier justement les risques physiques liés au changement climatique en France. Voilà, donc l'outil est également prêt. C'était un petit clin d'œil à la présentation de Clément. Et autre sujet, Crédit Mutuel Arkea, comme vous le savez peut-être, c'est une entreprise à mission et elle a inscrit dans ses statuts plusieurs engagements, dont celui d'accompagner les transitions environnementales. En tant que filiale, et Crédit Mutuel Arkea est aujourd'hui notre principal souscripteur aux côtés d'autres souscripteurs depuis quelques années maintenant, nous devons de déployer cet engagement et de le rendre concret. Donc, le sujet de la transition environnementale, on a beaucoup parlé d'atténuation du changement climatique. On va plus loin maintenant en travaillant les sujets liés à la biodiversité et en travaillant le sujet lié à l'adaptation. Et on a donc réfléchi, on s'est dit comment on fait pour accompagner nos entreprises, de quelles solutions on peut disposer pour accompagner nos entreprises, pour réduire aussi l'exposition de notre portefeuille à ce risque-là et servir et préserver la valeur des capitaux confiés par nos souscripteurs. On a fait le choix d'acquérir une solution qui s'appelle Altitude, qui a été développée par AXA Climate et qui permet donc de pouvoir identifier pour tous les sites, partout dans le monde, l'exposition aux différents aléas climatiques. Et on a fait ce choix parce qu'on a donc une centaine de participations en portefeuille, des PME et des ETI, qui peuvent certes avoir des implantations en France, ont toutes des implantations en France, mais ont aussi des filiales à l'étranger et peuvent également s'approvisionner auprès de fournisseurs stratégiques qui, eux, sont installés à l'étranger. Donc, on avait besoin d'avoir cette couverture mondiale. Et je vais pas rentrer dans les détails parce qu'Amélie l'a très bien fait, mais on utilise cet outil lors de chaque étape de notre cycle d'investissement. En phase de pré-investissement, donc je vous ai dit que notre première responsabilité, c'est d'orienter les flux qui nous sont confiés par nos souscripteurs, soit vers des entreprises solutions, soit vers des entreprises qui vont pouvoir se transformer, s'adapter aux grands enjeux climatiques notamment. Et on utilise donc, lors de l'analyse ESG que nous réalisons sur chaque opportunité d'investissement, on utilise l'outil Altitude qu'on applique aux principaux sites de l'entreprise pour voir si ces sites sont exposés à des aléas significatifs. En fonction du résultat, si on est en présence de risques élevés, bien sûr, ça nous amène à échanger avec les dirigeants de l'entreprise, savoir s'ils ont déjà pris des mesures pour s'adapter ou s'ils ont un plan d'action pour venir renforcer la résilience de leurs actifs immobiliers face à ces aléas climatiques. Et on évalue avec eux ce qu'ils ont pu prévoir. Voilà. Et en complément, comme l'a indiqué également Amélie, on va faire appel à des consultants pour réaliser un audit ESG complet. Et dans cette phase, on va demander à nos consultants d'affiner les principes, de présenter des recommandations justement afin de commencer dès la phase de préinvestissement à envisager la trajectoire d'adaptation. Et puis, on va voir, ça c'est une conséquence importante aussi, si cette adaptation demande beaucoup de CAPEX, beaucoup d'investissements, est-ce que ces investissements ont été prévus au business plan? Est-ce que le business plan est réalisable en fait? Et évidemment, ça peut venir influencer la décision finale d'investir ou pas en fait. Donc, c'est vraiment un outil important. On s'en sert aussi pour travailler sur tout ce qui est chaîne d'approvisionnement et voir s'il n'y a pas des points de faiblesse dans cette chaîne qui peuvent occasionner des ruptures, notamment sur certaines matières. Je pense par exemple aux matières agricoles qui sont particulièrement sensibles aux aléas climatiques. Mais le plus important, ce que je disais tout à l'heure, c'est en phase d'accompagnement.
notre mission à nous, équipe ESG chez Arkéa Capital, aux côtés de l'équipe d'investissement, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition. Donc, on utilise l'outil pour sensibiliser. Alors, ça va au-delà de la sensibilisation, puisque l'outil permet de visualiser, de rendre concret le risque climatique. C'est compliqué, en fait, quand on est un dirigeant, quand on est un investisseur, de se projeter et de voir concrètement comment va se manifester l'aléa. Si je prends un exemple, par exemple, j'ai un entrepôt qui est basé dans le sud de la France. Voilà, on me dit que mon entrepôt est exposé à un risque chaleur extrême. Bah, concrètement, l'outil nous permet de voir qu'en 2030, selon 3 scénarios du GIEC, on va avoir des vagues de chaleur qui ne vont pas durer, ce sont des exemples hein, qui ne sont pas réels. Hein. On va avoir des vagues de chaleur qui ne vont pas durer 5 jours, mais plutôt 20 jours, dans l'hypothèse la plus pessimiste. En 2050, elles vont durer 50 jours. On nous indique aussi ben voilà, les périodes où on va avoir des températures élevées associées à des taux d'humidité élevés, ce sera de tant de jours. Donc, on visualise beaucoup plus concrètement, finalement, quels impacts ça va avoir sur l'activité de l'entreprise. Est-ce que mes équipements, mes machines vont pouvoir continuer à fonctionner dans ces conditions-là? Est-ce que mes salariés vont pouvoir venir travailler? Voilà. Et donc, ça permet de beaucoup mieux comprendre et de rendre ça très concret et ça donne, je dirais, on parlait de sensibilisation des équipes, hein, c'est Clément qui parlait de ça, ça permet de voir très concrètement à quel problème sera exposée l'entreprise à l'avenir si elle ne fait rien et de commencer à réfléchir aux solutions à mettre en place, en fait. Voilà, et le même travail, on réalise également le même travail, on viendra à des exemples un peu plus loin. On a eu un certain nombre de participations également qui nous ont interrogés par rapport à leur chaîne d'approvisionnement. La résilience de la chaîne d'approvisionnement, c'est un gros sujet aussi pour toute entreprise. Et elles nous ont interrogés dans 2 cas, certaines pour faire une revue de l'ensemble de leurs fournisseurs, pour voir s'il n'y avait pas de niveau de risque élevé, d'autres parce qu'elles envisageaient également une relocalisation et souhaitaient valider en fait l'absence de risque climatique trop élevé des fournisseurs avec lesquels elles envisageaient de travailler. Et 3e cas d'usage pour Arkéa Capital, nous sommes en train d'intégrer l'ensemble de notre portefeuille, donc toutes les entreprises et leurs principaux sites, à cet outil, de façon à pouvoir avoir une cartographie des risques climatiques de notre portefeuille et à gérer ces risques. Voilà, à l'image de ce que l'on conseille de faire à nos entreprises en portefeuille. On a également, nous, ce souci de cartographier pour gérer les risques et répondre ainsi aux souhaits de nos souscripteurs. Et très rapidement, parce que je vois que le temps tourne. Si vous pouvez clôturer en 2 minutes, et après, je pense qu'on aura des questions, on pourra rentrer plus en profondeur. On peut passer sur ces 2 slides, peut-être. Et le dernier, oui, voilà, et le dernier, donc j'ai parlé de ces 2 sujets-là à l'instant. Et comme le disait Amélie, donc l'intérêt, c'est vraiment d'initier le dialogue et de commencer à réfléchir aux solutions à mettre en place pour s'adapter. D'initier aussi pour nos entreprises qu'elles initient le dialogue avec leurs fournisseurs qui sont sensibles aux risques climatiques pour comprendre finalement ce qu'ils ont prévu de mettre en place et les accompagner aussi dans cette démarche-là. Et pour conclure, je dirais que c'est vraiment un sujet sur lequel on a encore beaucoup à avancer avec les entreprises main dans la main, parce que finalement, on a un alignement parfait d'intérêts pour préserver la valeur d'une entreprise, pour préserver son activité, les emplois. Évidemment, il faut qu'on réduise ces risques et je pense que là, on est tout à fait alignés, investisseurs et entreprises, préserver et créer de la valeur. Voilà. Et vous pouvez me contacter si vous le souhaitez aussi pour poursuivre les échanges. Je serai ravie d'échanger avec vous. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Donc maintenant, on va prendre les questions. Donc pour l'instant, il n'y en a pas dans le chat, mais c'est toujours la première question qui est la plus, qui met le plus de temps à tarder. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'est vrai que moi j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que ça rend le sujet très concret sur comment, dans votre métier de tous les jours, dans les processus d'investissement, le sujet du climat est traité.
et le fait il y a une très bonne retranscription du fait que les risques climatiques, c'est pas seulement des risques environnementaux, mais des risques financiers, comme ça peut être aussi des risques sociétaux, etc. Donc c'est vraiment un enjeu particulièrement stratégique et vous l'avez très bien retranscrit. Alors, on a une première question de Caroline. Bonjour, quid de l'évaluation des enjeux sociaux et sociétaux dans vos prises de position? Et ces enjeux sont-ils pris en compte dans les grilles d'évaluation des risques et trajectoires associées au-delà des risques climatiques? Donc, on parle des enjeux sociaux et sociétaux. Oui, vas-y. Dans les grilles de cartographie, en fait, il devrait plus y avoir un sujet risque climatique parce qu'on voit bien que, et notamment ce sujet-là, va répercuter un peu toutes les autres sphères d'une organisation, y compris le risque sociaux. Et comment demain on adapte finalement nos conditions de travail à des réchauffements de température. Donc là, on est clairement sur des sujets humains et sociaux. Et pour avoir discuté avec des assureurs récemment, ils disent justement qu'ils sont en train de décloisonner un peu ce sujet de risque climatique et de le rendre transversal un peu partout dans les différents sujets. Donc je pense qu'en effet, il y a un vrai sujet autour des enjeux sociaux. Ouais, en complément, je ne sais pas si la question portait sur les enjeux sociaux en lien avec les risques climatiques ou si elle était plus large. Mais évidemment, dans nos analyses avant investissement et puis dans l'accompagnement des entreprises, on a à cœur de prendre en considération aussi tout ce qui est enjeux sociaux tels que les conditions de travail, la parité, l'inclusion, la santé, sécurité au travail, qui est un enjeu majeur pour nous. Et en effet, là, on peut faire le lien directement avec les risques climatiques. Comment faire en sorte que les conditions de travail restent acceptables, entre guillemets, alors qu'on a un environnement extérieur qui peut être extrêmement chaud. Donc, il y a aussi des mesures d'adaptation à prendre pour maintenir le bien-être des salariés. Donc, c'est vraiment en termes d'analyse ESG, on travaille bien sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et la gestion du risque climatique par la gouvernance, est-ce que c'est intégré à la stratégie de l'entreprise? C'est vraiment des sujets également qui nous préoccupent. Merci. On a une autre question. Vous avez parlé d'un alignement parfait d'intérêts entre les parties prenantes. Existe-t-il un enjeu concernant l'harmonisation des analyses entre les différents acteurs? Très bonne question. Je pense que c'est un caillou dans la chaussure aujourd'hui que je partage, mais c'est vrai qu'on a tous notre grille propre d'analyse, chaque financeur, chaque investisseur, hein. Il n'y a pas d'harmonisation. Alors vous avez eu la Banque de France hier, donc qui vous a parlé de la notation climat, donc ça peut être un premier élément de réponse quand cette notation sera active. Mais à date, effectivement, on a chacun nos outils d'analyse et ça peut être un reproche que je comprends parfaitement. Moi, j'essaye de tous les tester, comme ça je vois lequel s'adapte le mieux en fonction de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de méthodes. Il faudrait standardiser, comme on a réussi à standardiser les données financières, il faudrait aussi standardiser toutes ces questions extra-financières. Merci. Oui, il y avait une piste avec la CSRD, mais c'est vrai que le projet Omnibus remet pas mal de choses en question. Mais la CSRD, c'était aussi une tentative d'harmonisation des différentes modalités de reporting, et notamment sur le sujet des risques. Et voilà, ça pouvait être un début de réponse. En tout cas, c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas de méthode d'harmonisation encore à date. Merci. Bonjour, aujourd'hui, comment sont sélectionnées les entreprises constituant vos fonds? Avez-vous des filtres, des blocages de certaines entreprises en lien avec le pétrole, l'industrie de guerre, la déforestation, etc.? C'est peut-être un peu en marge de notre sujet. En quelques mots, y a-t-il oui ou non des blocages Mon avis, avec l'activité. Sylvie, on a les mêmes règles d'exclusion parce qu'il y a des règles d'exclusion standards, notamment tout ce qui est intensif, les fossiles, etc. Et après, on a aussi ce que je disais tout à l'heure, on doit regarder à chaque fois
la contribution à un objectif, admettons, climatique d'une entreprise cible, mais on doit aussi vérifier que ça ne va pas dégrader par ailleurs d'autres questions. Donc c'est bien évidemment, ça prend tous ces enjeux qui sont évoqués dans le point de Ronan. Comment faire pour éviter de devoir réaliser des analyses de risque plusieurs fois en raison de différentes demandes de parties prenantes variées? On a un peu répondu déjà à cette question, puisque malheureusement, il n'y a pas l'outil magique et harmonisé à ce stade. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Et de toute façon, effectivement, on a conscience que c'était assez dense, mais l'objectif, c'était d'avoir une première vision avec cet objectif d'avoir quand même plusieurs acteurs autour de la table. Et après, on sait que votre temps est assez précieux, donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire tenir sur 1 heure. Ça permet d'avoir plus de participants que lorsqu'on fait des webinaires un peu plus longs, mais vous aurez à disposition effectivement les présentations et les replays. Je vais juste vous présenter la suite, les prochains webinaires également. Hop. Du coup, oui, ce webinaire s'inscrit dans le parcours d'adaptation au changement climatique, dans l'onglet décryptage, avec aujourd'hui un focus très finance, comme également le webinaire qu'on a fait hier. Après, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez approfondir ce sujet et initier une démarche d'adaptation au niveau de votre entreprise ou groupe d'entreprises, hein. On est sur 2 demi-journées qui sont entièrement financé par nos partenaires pour justement commencer à analyser la vulnérabilité de votre chaîne de valeur et identifier des actions avec votre équipe interne en collectif. Également sur notre page web, vous pourrez retrouver beaucoup de ressources pour vous inspirer, notamment avec le guide de l'ADEME sur les retours d'expérience entreprise. Et on fait également une veille active. Donc en bas de la page, vous voyez une sélection d'articles qu'on actualise très régulièrement. Le prochain webinaire, pareil dans ce côté décryptage, avec cette fois-ci un focus gestion des risques. Donc ce sera le jeudi 26 juin. On aura rendez-vous avec le BARPI. Le BARPI, c'est le Bureau d'analyse des risques et pollution industrielle, et Carbone 4, donc avec la responsable du pôle adaptation et résilience, pour là voir comment en fait ces risques climatiques, qui sont effectivement pas que des risques environnementaux, doivent être intégrés dans sa gestion des risques globales, hein, comme un risque quelconque. Et du coup, on aura Carbone 4 qui développera l'aspect un peu systémique de ce risque climatique qui, comme on l'a vu ici, a aussi un aspect risque financier, mais ça peut être aussi des risques au niveau de la chaîne d'approvisionnement, donc plus filière achat, des risques sociaux au niveau de justement des salariés d'entreprise. Et Aurélie Barrère, où elle va faire vraiment des retours d'expérience sur les incidents industriels qu'il y a eu en France à cause d'événements climatiques. Donc là, ça va vraiment être du très concret sur, par exemple, dans cette région, lors d'une sécheresse, il y a cette industrie d'agroalimentaire qui a dû faire face à une rupture d'approvisionnement, à une explosion d'un certain atelier parce que il y a eu cet aléa climatique, donc quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place grâce à ce retour d'expérience. Donc là, ce sera très concret sur un retour avec un aspect très site industriel. Et dernier point, n'hésitez pas à nous faire votre retour sur ce webinaire justement pour qu'on puisse adapter également les autres en termes de contenu, de format, et également parce que c'est important pour nos financeurs d'avoir ces retours d'expérience, et n'hésitez pas à nous contacter. Et merci beaucoup à vous pour votre participation tout au long de ce webinaire et par vos questions. Et un grand merci aux intervenants qui ont bien pris le temps de préparer cette intervention pour que ce soit bien fluide, bien clair et justement très concret. Merci Merci à beaucoup. tout le monde. Merci à tous. Merci Très à bonne tous. journée. Bonne fin de journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.